Bonjour, ravi de vous accueillir pour cette rencontre débat, le Liban face à Israël, co-organisée par le Centre culturel libanais en France et par l'IREMO, qui nous fait la gentillesse et l'honneur de nous accueillir. La guerre au Liban, donc, qui est en cours actuellement, qui menace très très gravement ce pays, parce qu'il y a des villages qui sont intégralement rasés, il y a des villages qui sont dynamités. Il y a un cinquième de la population qui est déplacée de force et un écocide en cours et voilà, des milliers de morts, 2000 morts déjà. Donc elle a des conséquences humanitaires, mais on oublie souvent, trop souvent dans les médias, qu'il y a des racines historiques à ce conflit dont il faut parler. Il y a des intérêts politiques et géopolitiques qui sont en jeu. Voilà, donc, eh bien, je laisse la parole, donc justement, au géopolitologue Karim Bittar Oh là. et à l'historienne, donc, Dima de Clercq, et au professeur de droit, Jean-Paul Chagnolo. Par où commencer? En fait, voilà, je viens moi-même du Liban depuis quelques jours et où j'ai passé justement 45 jours sous en face et sous les bombardements. En face parce que j'habite la banlieue sud-est de Beyrouth, donc qui surplombe la banlieue sud. On est en fait aux premières loges avec ce qui se passe en banlieue sud, lorsque ça tape, lorsque les affrontements, pas les affrontements, mais les bombardements détruisent des immeubles entiers en quelques secondes, le temps de l'effondrement. Où commencer si ce n'est que c'était très violent, très très violent. Bon, ça l'est toujours, oui. On est dans la 4e étape d'une guerre qui a commencé, pour parler uniquement de cette guerre, le 8 octobre 2023. Donc la première étape a été une étape, ce qu'on a appelé le soutien à Gaza, c'est-à-dire c'est quand le Hezbollah décide pour alléger la pression sur Gaza de bombarder certaines positions israéliennes, en tout cas, qui se trouvent à l'intérieur même du territoire libanais, qui est toujours occupé par Israël, c'est-à-dire les fermes de Sheba, les collines de Kfar Shouba et le fameux village de Rajal divisé en deux entre la Syrie et le Liban. Donc, on était encore, selon le Hezbollah, on va dire, en territoire libanais, et c'était une réaction pour essayer de créer un deuxième front et essayer d'alléger la pression sur Gaza dès qu'on s'est rendu compte que les représailles sur Gaza allaient être extrêmement violentes. Alors, on a eu une période donc de ce qu'on a appelé de guerre de basse intensité avec ce qu'on a appelé Qawaid al-Ishtibak, c'est-à-dire les règles de la confrontation, où il y avait des tirs de part et d'autre de la frontière. Évidemment, ça a un petit peu escaladé, et puis, mais ça restait un petit peu, on va dire, ça restait on va dire, confiné à un certain cadre de règles de l'affrontement, et jusqu'au moment où ça commence à dépasser ces règles et qu'on commence à bombarder Beyrouth justement pour cibler des cadres du Hezbollah. La deuxième étape commence en bonne et due forme avec ce que vous connaissez tous, c'était l'affaire des pagers. L'affaire des pagers qui a été suivie le lendemain par l'affaire des walkie-talkies, et on rentre de plein pied dans une deuxième phase du conflit qui est beaucoup plus violente, qui est beaucoup plus comment dire, beaucoup plus meurtrière évidemment, et cette phase va durer 3 mois jusqu'au 27 novembre. Je ne refais pas l'histoire, jusqu'à un accord de cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël, évidemment fait de façon indirecte. Le gouvernement libanais, évidemment, est un peu aux abonnés absents, mais la guerre, on va dire, va mettre fin à ce gouvernement en place, et puis on va voir apparaître l'année suivante, c'est-à-dire en 2025, un nouveau gouvernement avec un nouveau
président de la République, donc on va avoir des élections en janvier, puis un gouvernement à la tête duquel il y aura le nouveau Premier ministre Nawaf Salam. Et tout ça, c'est en fait, c'est un petit peu le résultat de la guerre. C'est-à-dire que cette guerre, cette deuxième étape, est venu accélérer le processus parce que ça faisait 2 ans quand même qu'on était dans une vacance de pouvoir, sans président de la République qui était déjà parti le 31 octobre 2022. Donc pendant 2 ans, on était dans une vacance de pouvoir et avec un conseil des ministres qui en fait gérait les affaires courantes jusqu'au moment où la guerre prend fin et le Liban a un nouveau président de la République. C'est un peu l'homme des États-Unis, en tout cas le candidat des États-Unis, et un nouveau Premier ministre avec la formation d'un nouveau gouvernement. Donc on passe à cette phase de cessez-le-feu qui va durer 15 mois est un cessez-le-feu qui en fait n'en est pas un. C'est un cessez-le-feu unilatéral, c'est-à-dire il est respecté par le côté libanais, mais pas du tout respecté par les Israéliens qui continuent de violer le cessez-le-feu littéralement tous les jours, à raison donc pendant 15 mois de plus de 15 000 violations de cessez-le-feu, c'est-à-dire en moyenne 1000 violations par mois du cessez-le-feu. Et les violations sont multiples, c'est-à-dire il y a des frappes, il y a des ciblages, il y a des destructions d'immeubles, de bâtiments, de villages entiers, de zones de quartiers entiers, etc. Et en même temps, on a aussi les drones qui sont presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en train de survoler l'espace aérien libanais. Donc un contrôle total des airs libanais de la part des Israéliens. Ça, c'était donc la troisième phase du conflit. Jusqu'au moment où les États-Unis et Israël attaquent l'Iran, et donc on est de plein pied dans ce qu'on va appeler le deuxième round. Aujourd'hui, c'est un deuxième round, mais en fait, c'est la quatrième phase du conflit. Ce deuxième round a commencé dans la nuit du 1er au 2 mars 2026, il y a 50 jours, lorsque le Hezbollah, après l'assassinat du guide suprême de la révolution en Iran, va lancer des roquettes contre Israël, 6 malheureuses roquettes qui évidemment sont tombées dans un non-lieu, quoi. Et ce qui va se passer le soir même, il va y avoir une riposte assez violente sur la banlieue sud à Beyrouth. Alors, de quoi parle-t-on? Donc, c'est la quatrième phase du conflit, deuxième round violent. Et pourquoi le Hezbollah a-t-il fait? Alors tout le monde évidemment a poussé les hauts cris, tout le monde a évidemment condamné cette attaque ou cet acte du Hezbollah qui va amener les foudres du ciel contre le Liban. Mais en fait, quand on prend un petit peu de distance, on voit que en fait le calcul du Hezbollah est assez tactique, voire même stratégique. C'est que le Hezbollah était en train de subir pendant 15 mois des attaques systématiques de la part des Israéliens avec une hémorragie dans ses rangs, bien qu'il soit en train évidemment de reprendre son souffle de façon extrêmement résiliente et de se réorganiser pour un nouvel affrontement. Parce que on était sûr, moi j'avais écrit déjà dans l'introduction d'un livre que j'ai coécrit avec Stéphane Malsagne pour l'introduction, que la guerre n'était pas finie avec en fait l'élection d'un nouveau président et la mise en place en fait d'un nouveau cabinet ministériel. La guerre n'était pas finie. Et donc ce qui va se passer, c'est que le Hezbollah va se dire que si on n'est pas dans la confrontation, on va être mis à l'écart de négociations futures qui pourraient avoir lieu, évidemment, entre l'Iran et les États-Unis. Parce qu'une confrontation contre l'Iran, ce n'est pas... enfin,
On s'imaginait qu'au bout de 2 jours, le blitzkrieg américano-israélien allait mettre fin à l'Iran, ce qui est quand même impossible. Bon, tout le monde sait, même aux États-Unis, tout le monde savait que c'était pas possible. Bon, évidemment que les États-Unis ont été, on va dire, entraînés dans cela par le Premier ministre israélien, qui voulait à tout prix que les États-Unis s'embarquent dans cette mésaventure. Mais l'idée, c'était que ici, le Hezbollah avait probablement, en tout cas au Liban, avait compris que l'Iran ne pourrait pas être défait en quelques jours. Donc, l'idée, c'était de pouvoir intégrer le Liban sur la table de futures négociations lorsque la guerre s'arrêterait euh, entre l'Iran et les États-Unis, pour que le Liban, en fait, ne reste pas dans ce statu quo de ni guerre ni paix, euh, de bombardements incessants dans le sud, de destruction, parce que il faut le dire, que durant le cessez-le-feu, il y a eu plus de villages détruits, plus de maisons et de bâtiments rasés, et plus pas plus de morts. On a eu entre 500 et 600 morts durant la phase du cessez-le-feu, alors qu'on en avait eu 4500 durant la première phase, dans la deuxième phase, on va dire, du conflit. Mais l'idée, c'était de mettre fin à tout ça. Il fallait que ça grossisse, comme on dit en libanais, il fallait que ça grossisse pour que ça puisse se réduire à nouveau. Donc c'était ça l'idée. Évidemment, c'était pas évident à comprendre, d'autant plus que le Hezbollah avait euh, euh, avait prétexté en fait l'assassinat du guide suprême et avait en fait lancé ses roquettes en représailles à cet assassinat. Alors aujourd'hui, nous en sommes où? Avec ce qui se passe en Iran, je ne vais pas rentrer dans les détails US-Iran, mais on en est là aujourd'hui avec le blocage qui n'en est pas un, mais on va dire une restriction du passage au niveau du détroit d'Ormuz. Les Américains se rendent compte que l'Iran ne peut pas être réduit de cette façon aussi simplement qu'ils l'avaient pensé. Même si on décapite, on va dire toutes les autorités iraniennes. Donc, aujourd'hui, l'Iran a mis en fait dans une des clauses, des 10 clauses qu'il a présentées pour aboutir à un cessez-le-feu, le Liban est en fait dans une de ces clauses. Le Liban est vraiment de plein pied dans une de ces clauses. Et ce qui a évidemment fait pousser les hauts cris à Beyrouth, mais en fait, ce refus que le Liban ne fasse partie, on va dire, fasse partie des négociations irano-américaines, n'est pas une décision du gouvernement lui-même. On le sait aujourd'hui, c'est les États-Unis qui veulent, en fait, surtout, et les Israéliens qui veulent séparer les deux négociations. C'est-à-dire, on veut imposer une négociation entre Israël, des négociations directes entre Israël et le Liban. Chacun prévoit quelque chose, donc les deux parties ne sont pas d'accord sur la finalité, on va dire, de ce processus de négociation, et qui va se dissocier des négociations qui ont lieu entre les États-Unis aujourd'hui et l'Iran. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons. La première étant que pour Benjamin Netanyahu, il fallait gagner du temps pour plus détruire, pour plus araser, niveler, on va dire, le sol libanais, en tout cas dans le sud du Liban, au sud du Litani, mais dans la Bekaa aussi, etc. Au-delà, évidemment, détruire au maximum aussi dans la banlieue sud de Beyrouth. Donc c'est un gain de temps pour lui. La deuxième chose, il fallait dissocier ces négociations des négociations irano-américaines parce que il y a les Libanais, en fait, certaines autorités libanaises sont dans une fuite en avant, étant donné qu'ils avaient vraiment misé sur l'écroulement, on va dire, du régime iranien.
ce qui ne s'est pas produit. Donc, quand on va miser sur cela et que ça ne se fait pas, donc ils étaient vraiment surpris de voir la résilience iranienne et de voir aussi, de découvrir la résilience de Hezbollah, qui en fait s'est préparé pendant 15 mois, qui s'est réorganisé, qui a probablement subi une purge au sein de son apparatus, on va dire, et de la milice, sans la purge israélienne, évidemment, parce que les Israéliens aussi ont carrément purgé le parti et la milice. Donc, ils sont très étonnés de ce qu'ils sont en train de découvrir. Et en fait, pourquoi une fuite en avant? Parce que quand on découvre ça et que l'Iran n'est pas défait et que le Hezbollah n'est pas défait, il va falloir rendre des comptes. Et ça va être extrêmement difficile. Donc, il faut aller plus loin dans cette fuite en avant pour accélérer le processus éventuellement de normalisation avec Israël. Le Liban est en pleine négociation aujourd'hui avec Israël, alors qu'il est dans une position d'extrême faiblesse. Il est dans une position où il est en train d'être bombardé systématiquement. On a pensé à une petite désescalade après le 8 avril, le fameux mercredi noir qui a fait 350 morts en 10 minutes et plus de 1200 blessés, dont des amis proches. L'idée, c'est que en fait, il y a énormément de concessions et s'il y a eu une petite désescalade après le 8 avril, ce n'est pas à cause du fait qu'il y a des pourparlers entre le Liban et Israël. C'est au contraire, c'est parce qu'il y a eu un reblocage du détroit d'Ormuz et que finalement les Iraniens, qu'on le veuille ou pas, ont imposé cette désescalade pour continuer les pourparlers avec les États-Unis. Donc aujourd'hui, le Liban est très très faible dans ses négociations directes. Le Hezbollah refuse les négociations directes. Il préfère les négociations indirectes qui ont déjà eu lieu par le passé en 2006 et en 2024 aussi, etc. Donc on a un historique de négociations indirectes entre le Hezbollah et on va dire Israël. Et la partie libanaise aujourd'hui demande absolument qu'il y ait un cessez-le-feu. Le Hezbollah ne veut pas négocier, même indirectement, s'il n'y a pas le cessez-le-feu. Les Libanais demandent le cessez-le-feu, c'est tout ce qu'ils demandent en fait pour le moment, tandis que pour les Israéliens, ils l'ont bien affirmé hier, avant-hier, en fait à travers l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, que ce qu'ils recherchent, c'est non seulement le désarmement du Hezbollah, mais aussi la neutralisation économique et sociale du Hezbollah au sein du Liban, et aussi la normalisation et un traité de paix avec le Liban. Voilà. Donc le Liban est tout nu aujourd'hui dans ces négociations. Il n'a plus, il a donné toutes les concessions possibles, imaginables pendant tous ces 15 mois, et maintenant durant la guerre. Où est-ce qu'on peut aller? Moi personnellement, je ne vois pas une solution, en tout cas dans le futur proche. Parce que je ne vois pas comment les Israéliens vont concéder à arrêter les hostilités, vont concéder à à éventuellement se retirer du Liban, parce qu'ils ont occupé une bonne partie du sud du Liban, comment dire, à libérer les otages. Comment ils vont permettre le retour des déplacés. On a 1 200 000 déplacés de cette guerre, sans compter, enfin, et on en avait 1 500 000 avant, donc il y en a beaucoup qui sont retournés puis repartis. Et on a aussi le souci de reconstruire, et qui est très important, l'enjeu de la reconstruction, qui doit se faire aussi sous houlette internationale. Donc voilà, ça c'est le contexte dans lequel on est. Les Libanais ne sont pas unis. Hier, avant-hier, le PSP sort une déclaration très officielle où il met les 5 points liés au cessez-le-feu. Donc, arrêt des hostilités, mais toutes les hostilités donc militaires, y compris les drones aussi, donc retrait du territoire libanais, libération des otages libanais,
il n'y en a pas en contrepartie d'otages israéliens. Donc, comment on va négocier ça? Retour des déplacés et des réfugiés dans leur village et reconstruction. Merci Jean-Paul de nous accueillir. Je suis heureux d'être de nouveau à l'IREMO dans ces nouveaux locaux où je retrouve l'ambiance chaleureuse. Merci au Centre culturel libanais Yumna Sharara qui m'impressionne par leur dynamisme. J'ai participé ces derniers mois à 2 ou 3 événements toujours très intéressants. L'IREMO et le Centre culturel sont plus importants aujourd'hui que jamais dans cette période de guerre. Parce que ici, Jean-Paul et Agnès font partie des rares dans le paysage médiatique français qui sont à la fois des universitaires rigoureux et qui ne cherchent pas pour autant à aseptiser les discours, qui osent appeler un chat, qui n'hésitent pas parfois à sortir du langage stéréotypique qu'on entend dans les médias. Donc, dans des périodes de guerre, plus que jamais, on se sent bien ici. Et même si l'actualité est tragique, c'est un sujet particulièrement important car le sentiment, pourquoi je faisais ces remarques préalables sur la nécessité de sortir un peu de notre jargon académique, c'est parce que le premier sentiment qui m'est venu à l'esprit quand j'ai vu le titre, l'affiche qu'ils ont préparée, si j'ai bien compris, déchirure passé, présent tragique, avenir incertain, c'est un sentiment d'écœurement tant on a un feeling de déjà-vu. C'est véritablement une histoire tragique qui se répète depuis 50 ans. J'étais en train de terminer un article et je suis retombé sur un texte de Gilles Deleuze écrit lors de la première invasion israélienne du Liban le 7 avril 1978. Ils avaient appelé ça l'opération Litanie. Et vous avez l'impression, si vous lisez ça, c'était paru dans Le Monde, que ça aurait pu être écrit hier matin. On ne leur a jamais donné d'autre choix que de se rendre sans condition, nous dit Gilles Deleuze. On ne leur propose que la mort. Dans la guerre qui les oppose à Israël, les actions d'Israël sont considérées comme des ripostes légitimes, même lorsque disproportionnées, tandis que celles des Palestiniens sont exclusivement traitées de crimes terroristes. Et un mort arabe, pas la même mesure ni le même poids qu'un mort israélien. Il y avait déjà cette thématique de l'inégalité des vies dont Didier Fassin va reparler il y a quelques années. Et Deleuze poursuivait en parlant des conséquences de cette invasion israélienne du Liban. Donc là, on est avant la révolution iranienne, on est 3 ans avant l'invasion de 82 qui va engendrer la naissance du Hezbollah. Il disait déjà, l'escalade actuelle a jeté sur les chemins 200 000 personnes sans abri. L'État d'Israël applique au sud Liban la méthode qui a fait ses preuves en Galilée et ailleurs en 1948. Il Palestine, entre guillemets, le sud Liban. Aujourd'hui, on dit qu'on va transformer le sud Liban en Gaza. Donc 1978, 2026, la même rhétorique. Et la triste réalité, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de Gilles Deleuze pour tenir ce discours-là. Déjà, à l'époque, il était assez minoritaire et c'était l'une des raisons majeures de sa rupture avec Michel Foucault, qui était son ami, c'était justement la question palestinienne. Je pense à Michel Foucault parce que le titre du livre de Jean-Paul, Oublier ou punir, m'a tout de suite fait penser à surveiller ou punir. Je suppose que c'est un clin d'œil. Donc, c'est un sentiment d'écœurement face à ce scénario qui se répète. C'est une situation véritablement qui nous empêche de penser l'avenir. Également, l'affiche de cette conférence m'a rappelé la phrase de Flaubert. Le passé nous retient, l'avenir nous tourmente, c'est pour ça que le présent nous échappe. Donc quand tu dis déchirure passé, présent tragique, avenir incertain, c'est précisément parce que le passé nous retient, parce que le passé ne passe pas, qu'il n'y a jamais eu, et ça nous amène à la thématique de ton livre, il n'y a jamais eu au Liban de cicatrisation mémorielle, ni de justice transitionnelle, on a préféré l'amnistie et l'amnésie. On se retrouve aujourd'hui à voir ce schéma se répéter. Donc 1978, je rejoins sur les épisodes récents, Diba a fait le bilan total. Je confirme que le Liban était initialement au cœur de ce cessez-le-feu. Le Premier ministre pakistanais a lui-même tweeté, écrit noir sur blanc,
un texte confirmant que le Liban était inclus dans ce cessez-le-feu. Ce texte n'était pas rédigé par le Premier ministre pakistanais, il lui a été renvoyé, on a appris par le New York Times, par les Américains. D'ailleurs, ils ont fait preuve d'un tel amateurisme, ils ont fait du copier-coller. Donc, dans son tweet, vous voyez draft tweet for the Pakistani Prime Minister. Donc, si c'était son équipe, ils n'auraient pas forcément pas mis ça, et ils mettaient immediate ceasefire, including Lebanon. Et ensuite, le soir même, les États-Unis appellent Israël d'après Haaretz et informent Israël que le Liban était bien inclus dans ce cessez-le-feu. Ce n'est que le lendemain, après que Netanyahou passe un coup de fil à Trump pour faire part de son dépit parce qu'Israël n'avait pas été suffisamment informé de ce cessez-le-feu, que le Liban est soudainement retiré et Trump dit non, finalement le Liban n'est pas inclus dans ce cessez-le-feu parce qu'il y a le Hezbollah, alors qu'initialement c'était très clairement le cas. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation en effet inextricable. Pour l'analyser, je rejoins l'idée d'une disproportion manifeste à tous les niveaux, la disproportion militaire entre l'armée israélienne et les faibles moyens dont dispose le Liban se traduit également dans les négociations diplomatiques. L'ambassadeur israélien à Washington qui mène ces négociations, c'est véritablement un faucon. Il est issu du parti Kach de Meir Kahana, même s'il a par la suite rejoint le Likoud. Car c'est un parti tellement raciste qu'il était interdit en Israël et aux États-Unis jusqu'il n'y a pas longtemps. Il y a eu un bouquin récemment sur le rabbin Meir Kahana qui reprend tout son itinéraire. Il a été assassiné à New York dans un hôtel, mais aujourd'hui ses disciples sont au gouvernement israélien et il ne faut pas sous-estimer ce changement radical en Israël. C'est-à-dire, il fut une époque où vous aviez un premier ministre en Israël qui s'appelait Yitzhak Shamir, qui était lui aussi, dans sa jeunesse, membre de mouvances terroristes, qui avait revendiqué certains attentats terroristes contre des Britanniques. Et Menachem Begin aussi. Et Menachem Begin aussi. Mais ce monsieur Yitzhak Shamir, lui-même, se retirait de la Knesset, c'est Finkielkraut qui a raconté ça, lorsque Meir Kahana était cité. C'est-à-dire, même aux yeux d'Yitzhak Shamir, Meir Kahana était considéré comme trop extrême. Aujourd'hui, ils sont mainstream et Ben Gvir avait la photo de Meir Kahana et la photo de Baruch Goldstein, un autre issu de cette mouvance qui avait assassiné au tombeau des patriarches 29 ou 39 palestiniens dans son salon. Donc, vous voyez jusqu'où ça va. Et pourquoi je mets l'accent sur la politique intérieure israélienne? C'est parce qu'il ne faut jamais oublier que, comme disait Kissinger, Israel has no foreign policy, only domestic politics. Autrement dit, ce sont souvent des considérations de politique intérieure qui déterminent la politique extérieure. Parce qu'au Liban, il y a un débat depuis fort longtemps. Est-ce qu'Israël a des ambitions annexionnistes, expansionnistes ou pas? Et la réponse à cela, vous avez deux camps très polarisés comme à l'habitude, les uns qui vous disent Israël n'a absolument aucune ambition, d'autres qui vous disent ils veulent le grand Israël du Nil à l'Euphrate. En fait, ça varie énormément en fonction des périodes. Dans la période qui a précédé la création de l'État d'Israël, le mouvement sioniste revendiquait pour sa frontière le fleuve Litanie en 1919, Weizmann, etc. Ensuite, dans les années 90, ce n'était plus vraiment le cas. Dans les années 90, c'était un peu une parenthèse dans l'histoire israélienne. Vous aviez l'époque Rabin, l'époque d'Ehud Barak, vous aviez à la Knesset 45 députés travaillistes, 10 ou 12 du parti Meretz, qui est le seul parti un tant soit peu laïque et démocratique. Vous aviez des députés arabes qui n'étaient pas encore aussi désunis. Donc une majorité, à ce moment-là, il y a eu un retrait en effet du Sud-Liban sans que des colonies n'aient été établies. Mais aujourd'hui, vous avez une toute autre donne en Israël et vous avez plusieurs ministres qui annoncent ouvertement, quasi systématiquement dans leur discours en hébreu et parfois dans leur discours en anglais, qu'ils souhaitent tantôt occuper jusqu'au Litanie, ça c'est la version Israël-Katz, tantôt carrément annexer le Sud-Liban. Donc il ne faut pas sous-estimer ces mouvements messianistes, radicaux, qui parlent même parfois de recoloniser le Sud-Liban. Hier, ils ont prétendu aux négociations à Washington qu'ils n'ont aucune ambition, mais ils avaient dit la même chose en Syrie, quand ils avaient occupé le Golan. Au bout d'un an, il y avait 12 colonies, puis une cinquantaine, et on a fini par annexer 13 ans après. Maintenant, on commence à nous parler d'annexion. Plus 67, c'était l'occupation, 81, si je ne me trompe pas, l'annexion. Maintenant, on vous parle d'annexion dès la première semaine. Donc,
le tempo s'accélère. Il n'y a plus aucun contre-pouvoir. Israël a obtenu une carte blanche de Donald Trump pour cette offensive contre le Liban. Et le gouvernement libanais est pris entre deux feux. Soit vous acceptez que l'Iran négocie pour vous et vous n'êtes pas autour de la table des négociations, vous êtes au menu. Soit vous négociez vous-même, mais c'est bien sympathique, mais le résultat de la négociation d'hier, c'est juste une photo op, comme disent les Américains. Ils ont pris une photo, c'est une victoire symbolique pour Israël. Pour le Liban, il n'y a pas grand-chose à en attendre et quand bien même il y aurait des décisions qui seraient prises, le gouvernement libanais ne serait pas en mesure de les faire respecter parce que le Hezbollah est depuis 2 ou 3 ans encore plus sous la férule des gardiens de la révolution. Il a perdu le peu d'autonomie qu'il avait. S'il a pu regagner un peu du poil de la bête militairement, c'est parce que ce sont directement des cadres des gardiens de la Révolution qui sont présents. Donc, j'ai évoqué le premier choc 1978, le fait que l'opération s'appelait Litanie est significatif. La deuxième invasion pour les Israéliens, la plus importante, qu'ils appellent The First Lebanon War, c'est l'invasion de 1982 qui a fait 30 000 morts, 1 million de déplacés. On envahit jusqu'à Beyrouth, plus précisément jusqu'à Jamhour, pour surplomber le palais présidentiel et surplomber. Et cela se termine en bain de sang. Ministère de la Défense. Voilà. Et il y avait également à l'époque 2 plans israéliens distincts. Il y avait 2 lignes au sein du gouvernement israélien, une ligne de Begin qui était plutôt minimaliste et une ligne d'Ariel Sharon qui était plutôt maximaliste, qui voulait aller au bout. Et c'est la ligne maximaliste qui l'a remporté. Donc, quand vous voyez aujourd'hui des débats à l'intérieur de la classe politique israélienne, il ne faut pas sous-estimer le risque que ce soit la ligne la plus extrême qui l'emporte. Et comme on est dans une dérive de plus en plus extrême et de plus en plus messianiste, le risque est véritablement existentiel aujourd'hui pour le Liban. Pendant la première occupation qui a duré de 78 à 2000, le Liban Sud n'a pas été vidé de ses habitants. Il y avait une milice auxiliaire supplétive d'Israël, mais les habitants, une grande partie d'entre eux étaient restés. Là, on assiste à une tentative, Yumna a parlé d'écocide, une tentative de rendre littéralement toute une région inhabitable avec un usage d'herbicides, de glyphosate, de phosphore blanc, tout cela est documenté. C'est une des rares initiatives que le gouvernement libanais actuel a réussi à mettre en place, c'est de documenter tous ces crimes et d'essayer de porter devant l'ONU, même si cela ne servira pas à grand-chose. C'est important d'avoir des traces. Mais le risque existentiel vient du fait que c'est 1 300 000, je crois, réfugiés, ou même peut-être plus, parce que c'est 1,2 million. Ce sont ceux qui ont pris 1 heure de temps pour aller sur le site internet du ministère des Affaires sociales pour remplir un long formulaire. Donc, on estime que c'est encore plus que le chiffre officiel d'1,2 million. Il y a une forte chance qu'une écrasante majorité ne puisse pas rentrer chez eux. Ils sont aujourd'hui dans des régions majoritairement sunnites ou chrétiennes où ils ne sont pas forcément aussi bien accueillis que ce ne fut le cas en 2006 parce que le Hezbollah s'est depuis aliéné une grande partie des alliés, la quasi-totalité des alliés chrétiens ou sunnites qui lui restaient, en raison d'un certain hubris, d'une série d'assassinats au Liban, de sa participation à la guerre civile en Syrie, à l'écrasement de la révolution syrienne aux côtés de Bachar el-Assad, à sa participation à l'écrasement des manifestations pacifiques au Liban en 2019, au fait qu'ils aient également été partie prenante de l'oligarchie ou protecteur de l'oligarchie financière qui a saigné à blanc le Liban. Leur politique économique et sociale était quasiment les mêmes que celles des autres partis libanais traditionnels. Donc, sur les dossiers économiques et sociaux, ils ont été véritablement lamentables. On disait qu'ils avaient pour eux la compétence sécuritaire, la capacité de résister à Israël. Et en octobre-novembre 2024, il s'est avéré que même sur ce terrain-là, ils menaient un peu la guerre d'avant. Israël avait tiré les leçons de 2006, utilisé le renseignement humain, l'intelligence artificielle et apporté des coups très durs. C'est vrai que le Hezbollah a à son tour tiré les leçons de 2024 et aujourd'hui, ils peuvent opposer une certaine résistance.
Mais je ne pense pas que ce sera suffisant. La disproportion est telle que face à un déluge de fer et de feu, Israël pourrait atteindre ses objectifs, mais elle ne pourra pas les maintenir. C'est facile d'occuper jusqu'au Litani, même jusqu'au Awali, jusqu'au-delà, mais maintenir une présence, vous allez avoir de nouveau des mouvements qui vont mener une lutte armée. Il peut s'agir du Hezbollah, il peut s'agir d'autres mouvements qui vont émerger, il peut s'agir d'anciens mouvements. euh, dans les années 80, c'était des mouvements comme le Parti social nationaliste syrien ou le Parti communiste libanais. Et c'est là que d'où vient notre pessimisme, parce que certains pensent que le Liban devrait suivre la voie de l'Égypte et de la Jordanie, signer un traité de paix avec Israël et que tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Sauf que si ça a été possible en Égypte et en Jordanie, c'est parce que ce sont des régimes autoritaires. C'est une paix décidée par le haut, une paix froide d'ailleurs, mais vous avez des armées capables, des régimes autoritaires capables de faire respecter cela. Au Liban, il suffit que vous ayez 10-20% de la population qui soit hostile, et j'estime qu'il y en a beaucoup plus, pour que toute tentative soit torpillée, que vous ayez l'assassinat de tel ou tel leader et que tout parte en vrille. Il y a eu une première tentative de signer un traité de paix avec Israël en 1983, les fameux accords du 17 mai, et on imputait ordinairement à la Syrie l'échec de ce traité de paix, ce qui était en partie vrai, mais celui qui avait négocié à l'époque, le président Amin Gemayel, reconnaît lui-même et avec Jean-Paul, quand on échange avec lui, on voit qu'il a un peu atténué, assagi son discours. Et aujourd'hui, il dit ouvertement que c'est Israël qui ne souhaitait pas que l'accord du 17 mai 83 soit un succès. Le tout dernier jour, ils ont envoyé une lettre signée par David Kimhe, qui était un homme du Mossad, qui était en charge des négociations, disant oui, nous nous conformerons à l'accord si et seulement si les Syriens se retirent simultanément, si vous nous rendez tous les cadavres de tous nos soldats morts au combat qui sont éparpillés sur tout le territoire, et une série de conditions qui faisaient que cet accord n'aurait pas pu voir le jour. C'était déjà des manœuvres dilatoires de la part d'Israël, et on risque d'assister à ce même phénomène. Donc la loi qu'il faut retenir, qui vient souvent, qui est peut-être la seule loi d'airain dans la politique moyen-orientale, c'est ce que les Américains appellent the law of unintended consequences, la loi des conséquences non souhaitées, non anticipées. Parce que Israël avait un objectif en 1982, se débarrasser de l'OLP de Yasser Arafat. Cet objectif a été atteint, l'OLP a été exfiltré avec l'aide de François Mitterrand vers Tunis. Mais ce qu'Israël n'a pas prévu, c'est que après l'OLP, va naître, à cause de cette invasion israélienne du Liban, un ennemi autrement plus redoutable que le Hezbollah, parce que l'OLP était des mouvements disparates, fractionnés, corrompus, etc., alors que le Hezbollah est un mouvement théocratique, dogmatique, mais hyper bien structuré, avec un organigramme, avec un lien organique avec l'Iran, qui a combiné une sorte de caractéristique islamo-nationaliste libanais avec son lien avec l'Iran, ce qui fait qu'ils ont réussi, à force de faire tomber des soldats israéliens, à obtenir le retrait d'avril 2000. Et Israël n'a jamais véritablement digéré. C'était la première fois dans l'histoire du conflit israélo-arabe. Donc la guerre de 2006 était une volonté de prendre une certaine revanche. Ça s'est traduit par un échec également. Et déjà, dans les premiers jours de la guerre de 2006, les mêmes mots qu'on entend aujourd'hui. On veut éradiquer le Hezbollah. 33 jours après, on se rend compte que ce n'est pas si simple. Là, même lorsqu'on bute sur une réalité, on va dans des fuites en avant, en effet. C'est vrai pour tous les acteurs. C'est un point commun. Pour les acteurs les plus puissants comme les acteurs les plus faibles, on peut s'entêter et aller jusqu'au bout. Donc, les épisodes sont très nombreux. 96, l'opération Raisin de la colère. 2006, des violations du cessez-le-feu, ne serait-ce que dans les 2 dernières années, on en a recensé plus de 15 000 par l'ONU, alors que le Hezbollah a en effet respecté ce cessez-le-feu. Et ça aussi, c'est quand même quelque chose de problématique, c'est que pendant les 2 ans, le Hezbollah n'a pas rétorqué, mais juste après l'assassinat de Khamenei, cette salve de roquettes qui en effet n'ont touché aucune cible. C'était véritablement une sorte de
volonté de dire on avait fixé une ligne rouge, l'assassinat de Khamenei, mais c'était, comme d'habitude, une occasion pour Israël de reprendre ses politiques. Finkielkraut, je citais tout à l'heure, je le cite de plus en plus souvent, je suis un peu étonné moi-même, parce que parfois il se lâche, il est, il est de plus en plus injurié par des journaux communautaires comme Tribune Juive, etc., parce qu'il a osé parler de nettoyage ethnique. Déjà, il avait lui-même évolué. Mais il dit qu'il en est venu là à force de parler avec des franco-israéliens qui étaient tellement radicaux. Et l'un d'entre eux lui a dit, semble-t-il, le 7 octobre, c'était un peu comme en France, il y avait eu la divine surprise. Pour nous, c'est la divine surprise. C'était l'expression de Maurras pour parler de la chute de 40 qui va leur permettre de mettre en place la révolution nationale, le régime de Vichy. Donc pour certains franco-israéliens radicaux, plutôt israéliens francophones radicaux qui vivent là-bas, c'était quelque chose qui va permettre à Israël d'aller le plus loin possible. Mais tôt ou tard, ils vont quand même se heurter aux réalités. C'est le même phénomène. L'hubris conduit à la surextension conduit au déclin. C'est vrai pour les États-Unis, pour l'Union soviétique autrefois, c'est vrai pour le Hezbollah aussi. À un moment donné, ils étaient grisés par leurs forces, ils ont pensé qu'ils pouvaient simultanément être présents au Liban, en Syrie, au Yémen, etc. Et ils ont fini par en payer le prix. Il y a énormément d'autres questions qu'on pourrait aborder, mais moi, ce qui me frappe, c'est que ce côté cyclique, ce côté infini recommencement. Tocqueville disait l'histoire n'est qu'une galerie de portraits où il y a peu d'originaux et beaucoup de copies. Donc l'original, je ne sais pas si c'est 78 ou 82, c'est peut-être un mix des deux. Mais depuis 50 ans, tous les 4-5 ans, on a cette répétition et le même discours médiatique. On n'a pas réussi à gagner ce débat, du moins en France. Aux États-Unis, ça commence à changer. Une note d'espoir. On me dit toujours que je suis pessimiste, qu'il faut que je fasse attention à terminer sur des notes positives. La seule note positive que je vois, elle vient des États-Unis. Les sondages montrent que pour la première fois depuis 1948, les courbes se sont croisées. Le nombre d'Américains, tous partis confondus, tout âge confondu, qui soutiennent les Palestiniens est aujourd'hui supérieur à ceux qui soutiennent Israël. C'était impensable il y a 20 ans. Et c'est encore plus marqué chez les jeunes. Il y a un vrai clivage générationnel et bien sûr beaucoup plus marqué chez les démocrates. Et le changement, s'il doit venir, il viendra de là-bas. On a tendance au Moyen-Orient à fétichiser le Midan, le champ de combat, à penser que c'est dans les quelques villages où se déroule la bataille que va se décider l'avenir du Moyen-Orient. Aujourd'hui, le champ de bataille, c'est également les campus américains, c'est New York, c'est Zohran Mamdani, c'est ces jeunes Américains, c'est même ceux au sein de la base de Trump qui commencent à s'éloigner de Trump à cause d'Israël. Et Israël est tellement dépendant des États-Unis que si un jour ils perdent ce soutien, ils devront très rapidement changer radicalement de politique. On en arrive à l'essentiel. J'aimerais que Jean-Paul nous donne un avant-goût de son livre. En fait, moi, en vous écoutant, je me dis, j'ai plus rien à dire. Vous avez dit l'essentiel, évidemment, et je suis content qu'on ait cette réunion parce que c'est aussi une marque. C'est pas simplement pour essayer de comprendre ce qui se passe, mais c'est aussi une marque de solidarité à l'égard de ce qui se passe au Liban. On est très attaché à ce pays, on le connaît bien, on y va souvent. Enfin bref, il y a cet élément et c'est important que le centre culturel libanais soit présent. Je crois que c'est aussi un signe de notre attachement à ce pays et puis aussi pour dire notre colère pour ce qui se passe, quoi, avec toutes les insuffisances sur le plan international et en particulier la France qui essaie de faire. On pourra en parler si vous voulez, qui essaie de faire des choses, mais qui quelquefois se prend un peu les pieds dans le tapis, quoi. Donc moi j'ai pas grand-chose à rajouter parce qu'en fait Karim en particulier a évoqué brillamment ce que j'aurais essayé simplement de balbutier, c'est-à-dire ce sentiment de répétition, quoi. Et je voulais intervenir sur deux points, un peu d'histoire et un peu de droit. Sur l'histoire, je crois que tu as tout dit. J'avais simplement préparé une carte, si tu veux bien nous mettre la carte. Parce que c'est une carte qui dit beaucoup de choses sur ce Liban Sud. Et d'ailleurs, on ne voit plus le Sud Liban dans les cartes de Apple. Apple a retiré. Ce que je voulais simplement vous montrer, alors c'est d'abord une remarque d'histoire que tout à l'heure tu as évoquée, et c'est important. Lorsqu'il y a la conférence de la paix en 1919, tu l'as rappelé, Haïm Weizmann, au nom de l'Organisation sioniste mondiale, fait un tracé de la revendication du mouvement sioniste qui va jusqu'au l'Italie et qui prend, bien sûr, au-dessus de l'Italie et qui redescend en prenant le Golan, en descendant le long du chemin de fer du Hedjaz à l'ouest de Amman. Donc c'était ça. Et ensuite, ce qu'il faut
qu'il faut retenir, c'est que ce sont les Français et puis les Britanniques qui ont décidé de la frontière, puisque le mandat français était sur le Liban, et puis les Britanniques avaient le mandat sur la Palestine. Et ils ont donc fait une frontière qui est à peu près celle de Sykes-Picot. J'ai pas le temps d'entrer dans le détail. 23. Oui, c'est ça. Et ça donnait la frontière de 1923. Paulet Newcomb. Voilà. Mais ce qui est important, c'est que, et ça rejoint au départ la ligne de Sykes-Picot qui passe par Nakura, qui se trouve, vous voyez, vous voyez frontière de 23. Si vous prenez le chiffre 3, ben on a Nakura qui est juste en face. Et simplement, ce que je voulais montrer, c'est que les Israéliens, pardon, les sionistes, voulaient qu'on aille plus loin, et il y a eu un compromis français, c'est important, ils ont lâché le lac Oula, et toute la région du lac Oula. Et vous voyez ce qu'on appelle le doigt qui monte entre ce qui était la Syrie, enfin ce qui est toujours la Syrie et le Liban, et on a avec la ville de Kiryat Shmone. Le doigt de la Galilée. Voilà, c'est ça, le doigt de la Galilée, le lac de Oula. Et donc, ce qui est important, c'est de voir que la frontière, en fait, passait avec cette ligne noire et en fait doit passer au milieu du lac de Tibériade. Mais c'était donc la Syrie, le Liban et puis et Israël. Et en fait, depuis 1981, Karim l'a rappelé, toute la partie du Golan, à l'issue de la guerre de 67, a été occupée, annexée et vidée de sa population. Il faut quand même oublier qu'à 80% des Druzes qui sont là ont été virés. Ensuite, tout récemment, les Israéliens, profitant de la chute du régime de Bachar, ont procédé à une extension de leur occupation dans la zone hachée, là, que vous voyez, bleu et noir, qui était la zone démilitarisée. Donc, en fait, aujourd'hui, les Israéliens tiennent le Golan, tiennent une partie de la zone hachurée, et ce que je veux dire, c'est que mon inquiétude, c'est que la partie de la zone de sécurité qui va de Nakura en longeant la frontière jusqu'à Riam, eh bien, elle est vidée en grande partie de sa population, les villages sont détruits, et j'ai le sentiment que nous sommes dans une phase nouvelle, parce que on risque, voilà, ça je voulais vous montrer. Donc, si vous voyez cette carte, vous voyez la cohérence du projet, c'est-à-dire la continuité du territoire, la continuité territoriale que l'on voit entre le Golan jusqu'à Nakura, quoi. C'est ça qu'il faut voir, à mon avis. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. C'est ça que je voulais qu'on visualise. Tu peux remettre la lumière. C'était juste qu'on ait en tête la topographie qui porte sur très peu de kilomètres, finalement. Je peux dire quelque chose? Bien sûr, dis-moi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que durant les pourparlers, en tout cas l'accord en 1923 de Paulet Newcomb, les deux puissances mandataires, en fait, avaient affiné donc le fameux tracé la ligne, the line in the sand, hein, de Akka, du cas de Akka jusqu'au cas de Kirkouk. Et en fait, ils avaient évité le kibbutz qui était déjà à Kiryat Shmona, parce que les Français ne voulaient pas d'un kibbutz. Et c'est pour ça qu'il y a eu le doigt de la Galilée. Les Français ne voulaient pas, exactement, ils ne voulaient pas d'un kibbutz de colonies juives à l'intérieur du territoire mandataire français. Et c'est pour ça que ça a cette forme, voilà, et qui a en fait, qui a été complètement, qui a disparu en fait avec l'annexion en 67, et puis, enfin, quand ils ont pris le territoire en 67, puis l'annexion en 81. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, Edmond de Rothschild avait dit que si j'avais su que les Français ne voudraient pas de colonies, ou en tout cas de kibbutz sionistes, juifs sionistes à l'intérieur du territoire mandataire français, j'aurais financé des colonies au nord de Beyrouth. Donc c'est dans ces mémoires. Et tout ça, je voulais le montrer. Vous l'avez très bien expliqué, c'est que il y a une idée déjà à cette époque-là assez fondamentale, c'était l'idée de fait accompli. Oui, toute la création de l'État d'Israël est liée à l'intégration ce sont des terres qui sont prises et ces terres deviennent un territoire au sens politique du terme. Et je pense que c'est important d'avoir ça en vue. Voilà. Alors bon, moi je pense que aujourd'hui il y a un vrai risque qu'il y ait quelque chose qui soit une extension de ce qui s'est passé au Golan, de ce qui s'est passé donc en
18, enfin bien avant même ces accords, c'est-à-dire la volonté que vous mentionniez de prendre des terres par des colonies, donc par des faits accomplis, quoi. Et donc je crains qu'aujourd'hui les conditions soient réunies sur le plan géopolitique. J'ai pas le temps d'évoquer tout ça, et que aujourd'hui la destruction des villages, de plusieurs dizaines de villages, de villes, conduise à ce que on ait une espèce de cohérence territoriale où les Israéliens pourront s'installer en suscitant, comme tu l'as dit, j'imagine. Bon, ça veut dire qu'on a des violences à venir, des résistances à venir, etc. Bien sûr. Donc, je voulais montrer ça parce que d'un coup d'œil, on voit bien le danger. Un deuxième point, c'est que là aussi, tu l'as évoqué, car je ne fais que répéter, mais euh, les les tendances politiques aujourd'hui en Israël ne sont pas des tendances fugitives. C'est lié à une évolution en profondeur de la sociologie d'Israël. Il faut bien comprendre que le fait qu'il y ait une sorte de renouveau du parti cash, cette fois-ci avec mainstream, comme tu dis, c'est en fait lié à des évolutions en profondeur. Alors, qui remonte, moi, si je devais situer ça, le basculement à droite et à l'extrême droite, c'est au lendemain de la seconde intifada. Vous avez en 1992 une gauche qui a elle toute seule pratiquement à la majorité à la Knesset, Parti travailliste Meretz, tu l'as évoqué aussi, et à partir de 2001, c'est fini. Entre 2001 et 2026, on n'a qu'une radicalisation à l'extrême droite, et comme c'est un système proportionnel, il est évident que cela montre les tendances en profondeur de la société, qui sont encore accentuées, évidemment, après le 7 octobre, une espèce de déshumanisation de l'autre. Donc on est vraiment dans cette situation-là. C'est pour ça que je crains que ça aille assez loin dans cette confiscation territoriale, parce qu'il y a cette volonté politique, et puis il y a une géopolitique avec évidemment les Américains, même s'il y a, à mon avis, des limites. Je crois que ce que tu as dit est très important, c'est que l'idée, quand on va trop loin, il y a une dialectique de retour. Blowback. Et ça, c'est très important. Et on le sent bien sur beaucoup de plans, parce que même les pro-Trump aujourd'hui, par rapport à l'Iran en particulier, sont tout de même, se posent des questions. Enfin, donc il y a quelque chose qui se passe. Donc ça, c'était mes quelques brèves observations sur l'histoire que tu as très bien complétée. Et puis sur le droit, je voudrais juste dire un mot. Non pas pour vendre mon bouquin, c'est pas mon truc, je sais jamais vendre un bouquin, mais c'est simplement pour dire mon indignation constante, moi qui fréquente ce monde du Moyen-Orient depuis si longtemps, c'est l'impunité, quoi. Alors, l'impunité, c'est un terme que les Libanais connaissent en plus de manière très, très forte, très intense, parce qu'ils ont essayé souvent, ou espéré souvent, qu'il y aurait enfin une justice, et à chaque fois, pour mille raisons, ils ont été déçus, ils ont été même plus que déçus, désespérés souvent de voir à quel point il y avait une sorte de double peine, quoi. Il y a un crime, et ensuite, celui qui a fait ce crime peut faire ce qu'il veut en toute impunité. Alors, juste un point sur le droit. Moi, je suis pas juriste, je suis politiste. C'est beaucoup mieux qu'un juriste d'ailleurs, parce qu'on peut voir un peu la contextualisation. C'est l'idée que il existe depuis peu de temps, depuis 20 ans à peu près, une Cour pénale internationale. Et il faut comprendre ce que ça veut dire, une Cour pénale internationale. On a mis des décennies pour la construire et pour l'établir. C'est-à-dire, en fait, une juridiction internationale sur le plan pénal qui peut punir ceux qui ont commis les crimes les plus graves, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide. Il faut comprendre que ça n'existait pas. Ces crimes existaient dans le droit, mais il n'y avait aucune possibilité de sanctionner les auteurs de ces crimes. Et donc ça date de la création de la Cour pénale internationale en 1998 et qui est entrée en vigueur en 2002 et qui ne faut pas confondre avec la Cour internationale de justice qui est la Cour des Nations Unies. Sur la CIJ, la Cour internationale de justice, tous les États du monde en sont partie prenante puisque c'est le système onusien. La CPI, il y a que 125 États qui sont membres, les plus grands les plus grands au sens de la puissance, pas forcément de l'éthique, comme les États-Unis, comme la Chine, comme Israël, ne sont pas membres de la CPI. Donc il y a malheureusement pas assez d'États qui en sont membres. Non seulement ils en sont pas membres, mais ils veulent aussi la déstabiliser. Trump veut tout faire pour déstabiliser la Cour pénale internationale. Alors, je vais pas entrer trop loin, sinon ça nous emmène sur des points un peu techniques, mais sur le Liban. Le Liban n'est pas partie prenante au traité de Rome, et donc il n'est pas membre de la CPI, mais il pourrait d'abord devenir membre, mais c'est un choix politique, mais aussi il pourrait aussi déclarer que la Cour serait compétente dans telle ou telle situation. Donc il y a une possibilité d'ouverture. Mais ce qui me paraît important, c'est que ces derniers temps, ces derniers jours, il y a eu
des crimes qui sont évidemment des crimes de guerre, si ce n'est des crimes contre l'humanité. Et que on ne doit pas laisser passer ça. Et je voudrais vous donner deux exemples. Alors, le premier, bien sûr, c'est celui que tu as évoqué. C'est mercredi 8 avril, où il y a eu 357 morts, 1200 blessés. Enfin, c'est quelque chose qui est absolument terrible. Et là, nous sommes en présence d'un crime de guerre, de crimes de guerre. Et ce qui est important, c'est que quand il y a des crimes de cette nature, comme il y en a eu à Gaza, de manière vraiment considérable, on n'avait pas les moyens d'aller faire une enquête, on ne pouvait pas recueillir les preuves. Or, aujourd'hui, sur ces sujets-là, eh bien, il y a des possibilités, évidemment, puisque nous sommes sur le territoire libanais et on peut recueillir toutes les preuves. À Gaza, elles ont été littéralement effacées, d'autant plus que les journalistes, comme vous savez, étaient interdits de territoire, et ils le sont toujours. Donc, on a ici une situation absolument terrible, et on pourrait en faire un cas concret. Je vais venir après sur le plan de la procédure. Puis il y a un deuxième exemple que je prends, moi, qui m'a vraiment bouleversé presque. Nabichit, c'est un village qui se trouve au sud de Baalbek, dans la Beka, et c'est un commando israélien, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'était début mars, un commando israélien qui débarque dans ce village pour aller récupérer la dépouille d'un pilote qui est tombé au Liban en 1986, et donc il pensait que sa dépouille était dans ce cimetière, et donc ils sont arrivés massivement sur le plan de militaire, et il y a eu une quarantaine de morts. On a fait 40 morts pour aller chercher la dépouille d'un pilote qui était donc sans doute enseveli quelque part. Et qu'on n'a pas trouvé. Et qu'on n'a pas trouvé. Et donc voilà, ça c'est un archétype de crime de guerre, et c'est passé comme une lettre à la poste. Je veux dire, moi, tu parlais des médias, j'ai essayé d'évoquer ça en tel me dire, oui, mais ça, oui. Et en plus, vous avez une déclaration de Netanyahou qui dit que c'est tout de même la preuve de l'éthique de l'armée israélienne qui n'abandonne jamais un soldat, même lorsqu'il est mort, et même lorsqu'il est mort il y a longtemps, on va chercher sa dépouille. Donc vous avez ce discours sur l'éthique de l'armée qui n'hésite pas à assassiner 40 personnes pour aller récupérer une dépouille. Il y a quelque chose d'extraordinairement choquant. Et dans notre belle France, ça ne résonne pas comme ça devrait, c'est-à-dire, mais enfin quoi, où est l'éthique là-dedans, vous voyez? Alors, puisqu'on piétine l'éthique, au moins on devrait entreprendre des procédures judiciaires. Alors, si le Liban n'est pas membre de la CPI, et s'il ne veut pas reconnaître la compétence de la CPI, s'il le faisait, je pense qu'il aurait maille à partir avec les États-Unis, qui évidemment ferait des pressions considérables sur le gouvernement pour l'empêcher de le faire. Il reste la société civile, et la société civile, les ONG peuvent signaler au procureur des situations, et le procureur pourrait enclencher une enquête. Donc il y a une possibilité ici tout à fait pertinente et importante. Alors le temps, quand on parle de ça, aussitôt on dit oui, mais c'est pour dans combien de temps? Alors moi je voudrais juste dire une chose. Bien sûr, le temps du politique n'est pas celui de la justice. Le temps du politique, c'est l'urgence, c'est le feu, c'est faire en sorte que tout s'arrête le plus vite possible et qu'on trouve des compromis politiques. Mais le temps de la justice est indispensable, et est indispensable à terme, même si ça prend du temps. Et je prendrai juste un exemple, et après je me tais parce que je voudrais qu'on y ait un débat. Mais si on prend des tribunaux qui ont fonctionné et qui ont un peu montré l'exemple. Je prends l'exemple de tribunaux ad hoc. C'était pas des institutions permanentes comme la Cour pénale internationale. C'était des tribunaux qui avaient été construits par les Nations Unies, par une résolution du Conseil de sécurité, par rapport à une situation très particulière. Il y a eu deux cas, enfin il y a eu plusieurs cas. Je ne parlerai pas du tribunal très spécial du Liban parce que ça c'est complètement différent. Mais je prends le tribunal sur l'ex-Yougoslavie par exemple, en 1993. Eh bien, il y a eu des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, il y a eu crimes de génocide à Srebrenica en juillet 1995, et les responsables de ces crimes ont été finalement arrêtés des années plus tard. Mladic, par exemple, qui était le général en chef qui a organisé le génocide à Srebrenica en juillet 95, il a été arrêté 15 ans plus tard. Aujourd'hui, il est en prison pour une peine qui est une peine à perpétuité. Donc je veux dire que et si on avait la présence d'esprit, le courage aussi quelque part de ne jamais laisser passer ce genre de choses et de comprendre que même si c'est difficile, même si la temporalité n'est pas celle du politique, eh bien à terme ça a du sens quoi. Quand on se retourne sur la Yougoslavie, on se dit bon ils ont été condamnés. Et il y a eu
Il n'y a pas eu d'impunité. Pour le Rwanda, c'est la même chose. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je fais ça très court. Eh bien, pour le Liban, il faudrait qu'il y ait quelque chose comme ça. Il faudrait que, et je sais que des ONG sont déjà au travail là-dessus. J'ai vu ça, et je pense que c'est indispensable. Et même si ces responsables sont traînés devant la justice dans très longtemps, ben tant pis, mais ils le seront. Et puis, juste deux remarques encore. La première, c'est que ce sont des crimes imprescriptibles, c'est-à-dire que le temps ne fait rien à faire. Par conséquent, même si c'est dans X années, ils seront toujours poursuivis et on pourra condamner les auteurs. Puis la deuxième chose, c'est que la Cour pénale internationale a une lacune. C'est que il faut que les gens contre lesquels elle a lancé un mandat d'arrêt soient en présentiel, soient donc arrêtés et déférés à La Haye. Si vous regardez le site, ça vous fera plaisir peut-être, mais regardez le site de la CPI, vous verrez que quand vous cherchez Netanyahou, vous marquez en fuite. Il est en fuite. Et c'est ça. Et donc, alors l'idéal serait qu'il y ait une réforme de la Cour pénale internationale qui permettrait que les procès se fassent par défaut en abstention, le fait qu'on pourrait effectivement argumenter et montrer ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe dans les juridictions françaises. Il y a eu un procès qui a mis en question Bachar el-Assad et qui a conduit à ce qu'il y ait un mandat d'arrêt contre Bachar el-Assad. Donc je dis cela pour dire, il faudrait que les Libanais, alors j'ose pas, je suis pas Libanais, mais je suis un ami du Liban, il faut pas laisser passer ces choses-là. Un abichite, on ne doit pas laisser passer un truc pareil. C'est un crime de guerre. Et aussi pour ce mercredi noir du 8 avril. Donc voilà, même si la temporalité n'est pas celle-là. Donc voilà, je voulais simplement faire ces deux remarques sur l'histoire pour montrer mon inquiétude et sur le droit pour montrer mon espérance. Voilà. Merci. Ces deux remarques. Tu as fait deux remarques hyper importantes. Moi, je me suis fait la même réflexion sur l'Abichit et sur l'affaire du pilote américain en Iran. Vous avez peut-être remarqué qu'il a eu 5 fois plus de temps d'antenne que les 200 fillettes tuées dans l'école de Minab. 5 fois plus de temps d'antenne sur les médias français. Tu as bien fait également de rappeler Srebrenica, parce que là aussi, dans des milieux très éduqués, on entend parfois, ils pensent que pour que ce soit un génocide, il faut que toute la population soit... Srebrenica, c'était 8000 personnes. Hommes. 8000, voilà, 8000 hommes. Donc, c'est l'intentionnalité qui compte. Exact. Et et c'est une convention pour la répression et prévention du génocide. Donc, tout ce qui est intention génocidaire est très largement documenté, des dizaines de pages de déclarations. C'est pas juste Smotrich un jour, c'est littéralement le chef d'État, le Premier ministre, des dizaines et des dizaines de déclaration. La bonne nouvelle, c'est que la société civile s'active en effet. Plusieurs organismes ont demandé à ce que le Liban rejoigne la CPI. Le point d'achoppement, c'est en effet la crainte des pressions américaines, parce que le tout petit Liban, vous voyez ce qui se passe avec le malheureux juge français, qui n'a plus de carte de crédit, qui ne peut plus aller nulle part, qui ne peut plus avoir sa sécu. Et la France est étonnamment silencieuse. Et tu parlais de Netanyahou en fuite. Il survole fréquemment les airs français. Oui, donc il y a une responsabilité collective, mais en effet, même si et là c'est quelque chose qu'on doit apprendre d'Israël, la justice, la mémoire doit être longue. Serge Klarsfeld, qui aujourd'hui soutient le Rassemblement national, jusque dans les années 90, allait faire la chasse aux criminels de guerre parce que c'est imprescriptible. Et son fils va encore plus loin. Son fils va organiser des rafles carrément. Il parle de rafles. Oui, donc la mémoire, la justice et dans l'immédiat, les médias, c'est les champs de bataille qui doivent. Oui, et je crois, juste encore un mot, puis après je crois qu'il faut passer au débat, mais je pense que c'est important de comprendre ce qu'est la Cour pénale internationale. C'est quand même une innovation récente, importante, parce qu'on a parlé d'une Cour pénale internationale pendant des décennies. Il y a eu donc ces tribunaux ad hoc qui ont disparu avec des questions qu'ils devaient régler. Quand ils ont réglé, ils ont disparu. Mais cette Cour, elle est permanente. Or, aujourd'hui, compte tenu du fait qu'elle peut être, comment dirais-je, importante dans l'équilibre des relations internationales, elle est menacée. Et je voudrais juste dire un point de procédure. Mais vous savez, c'est un point de procédure qui est très politique. Il y a des États, beaucoup d'États qui ne sont pas membres de la Cour pénale internationale. Exemple, Israël n'est pas membre. Bon. Et
Pourquoi est-ce qu'Israël n'est pas membre? C'est pour éviter que ces soldats ne puissent être incriminés. Or, il y a une règle de procédure essentielle qui est que lorsqu'un crime de guerre ou de crime contre l'humanité ou un génocide est commis sur le territoire d'un État parti, eh bien, la Cour est compétente. En clair, les crimes qui sont commis, par exemple, à Gaza, eh bien, la Cour est compétente parce que l'État de Palestine est membre du traité de Rome. Vous voyez? Et donc, si le Liban, lui, n'est pas membre de la CPI, mais s'il déclare, comme l'a fait l'Ukraine, que nous reconnaissons la compétence de la CPI, eh bien, les crimes qui sont commis sur le territoire libanais deviendront de la compétence de la CPI. Et ça, c'est tout à fait important. Sinon, la CPI, effectivement, est coincée. Donc, il faut que les Libanais, que le gouvernement fasse ce geste, au moins de reconnaître la compétence, sachant bien que sur le plan politique, c'est extrêmement compliqué parce que les Américains vont faire une pression d'enfer là-dessus. Il restera, et si ça ne fonctionne pas, il reste aussi, juste une phrase là-dessus, les juridictions nationales, quand ce sont des franco-libanais, par exemple, on peut agir s'il y a un franco-libanais qui a été tué quelque part. Il y a des déjà, Et ça, c'est ce qu'on appelle la compétence universelle dans les tribunaux de certains pays comme la France. Voilà. Mais on a encore un problème dans ce sens, c'est au niveau politique, les Libanais, il faut bien qu'ils s'entendent pour pouvoir éventuellement, en Conseil des ministres, etc., décider de mettre le Liban, voilà, d'en faire un membre de la CPI, parce que en fait, l'idée, c'est aussi que si jamais le Liban fait partie de la CPI, il est aussi possible que des Libanais puissent éventuellement être considérés comme responsables aussi de crimes, si on veut prendre par exemple ce qui s'est passé en Syrie, etc., etc. Là aussi, le problème, c'est que la guerre civile, entre guillemets, n'est pas encore passée au Liban. Ça fait 51 ans que ça dure, même plus tôt. La fracture est toujours la même. On parle de fracture dans le titre. La fracture est toujours la même entre ceux qui sont aux premières loges face à un envahisseur, à un agresseur extrêmement puissant au niveau, Kalim a parlé de technologie, d'armes, etc., mais aussi avec une force morale. C'est-à-dire, il y a une force morale qui vient justement d'Occident, qui vient d'un passé qui ne passe pas pour les Occidentaux, justement, qui continue, et ça rejoint l'impunité dont vous parliez. Donc, cette impunité, elle est là parce que il y a un passé qui, pour les Européens, qui est toujours, on va dire, instrumentalisé, qui est toujours, dont on fait toujours usage, et qui fait qu'aujourd'hui, il y a un silence assourdissant en Europe et en Occident. Et je voulais revenir sur 2-3 points. On parle aujourd'hui de l'extrême droite en Israël aujourd'hui. Moi, j'aimerais rappeler que ce n'est pas uniquement l'extrême droite qui a ces velléités expansionnistes et cette comment dire, ça a toujours existé, donc non seulement avec Chaim Weizmann en 1919, mais c'était aussi le cas avec Ben Gurion. Ben Gurion avait bien dit dans ses mémoires que moi, je n'ai pas pu annexer le Liban, mais ceux qui vont venir après moi, mes successeurs vont pouvoir le faire. Et d'ailleurs, il était ministre avec Moshe Sharet en 1954, avec Pinhas Levon et Moshe Dayan. Et là, tous les trois ont tout fait, ont œuvré à l'annexion du Liban par Moshe Sharet. Moshe Sharet a dit que c'était pas le moment parce que bon, il y avait la pression américaine à l'époque. C'était pas, on va dire, ça n'allait pas à l'époque. Donc il y a toujours cette velléité de prendre le Liban, d'annexer une partie du Liban, d'arriver au Litani, d'arriver au Awali, et que ce n'était pas uniquement et là on le voit dans les mémoires de Ben Gurion et de Moshe Sharet. Je pense que et ce n'est pas uniquement, mais on est dans une espèce de millénarisme. Oui, c'est pour ça que j'ai commencé par évoquer la conférence de la paix en 1919, ça part de là. Tout à fait. Bonjour, merci pour vos interventions à tous les trois, de qualité. J'avais une question, surtout vis-à-vis de madame qui revient du Liban il y a quelques jours, je crois, vis-à-vis de le sentiment de la population civile vis-à-vis du Hezbollah. Est-ce qu'il a évolué, est-ce qu'il est toujours classique, à savoir la population d'obédience chrétienne est toujours hostile au Hezbollah,
Est-ce qu'au regard de l'impunité d'Israël que vous avez démontré aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il fait l'unanimité dans la communauté internationale, le soutien des États-Unis, etc., est-ce que même au sein des populations qui étaient avant hostiles au Hezbollah, vous avez senti, vous, un changement? Ou non, on reste sur les mêmes clivages d'avant? Quel Bon. rôle de la France? Poser des questions à propos de la relation avec les États-Unis et en fait, c'est exactement ce qui se passe dans le gouvernement nouveau, avec Salam, avec Amal, avec les autres. Merci. D'accord. 3 questions. Donc, Hezbollah, la France et Alors. la relation avec les États-Unis. Alors, Vous répondez là. on parlait au tout début de... Ah, pardon. Répondre. Oui, juste, il y a une déclaration qui vient de tomber on a parlé au début de gazaïfication, de palestinification. Ils viennent de dire, Haaretz cite une source militaire israélienne. Nous opérons dans les villages du sud Liban exactement comme nous avons opéré à Gaza et notre succès se mesure au nombre de maisons que nous démolissons Oui. chaque jour. Même le leader de l'opposition disait, c'est pas seulement l'extrême droite, Yair Lapid, il vous dit qu'il y a un droit biblique. Donc même ceux qui sont frontalement hostiles à Netanyahou parlent de droit biblique. On est dans un millénarisme, dans une espèce d'eschatologie, de combat eschatologique, malheureusement que l'Occident ne peut pas comprendre, parce que nous, quand on a été à l'école, à l'université française, on n'a pas appris ces choses-là. On était dans les enjeux, on était dans la rationalité. On réfléchit rationnellement, c'est-à-dire qu'on a les enjeux géopolitiques, etc. On va comprendre. Donc il a fallu beaucoup de temps pour que pour certaines personnes commencent à parler de millénarisme, d'eschatologie, etc. Et ceux qui l'ont le plus rapidement compris, ce sont beaucoup de Libanais, et notamment le Hezbollah, parce qu'ils sont et l'Iran, évidemment, parce que bien qu'il n'ait pas, on va dire, une deadline eschatologique, parce que vous savez qu'il y a une deadline eschatologique aujourd'hui dans le judaïsme, c'est l'année prochaine, c'est 2027, ça correspond à beaucoup de choses. On a déjà mis à mort la fameuse vache rousse, etc. Donc il y a tout un trip qui est là et dont on se rend pas compte et dans lequel les Israéliens vivent et qu'ils vivent en fait pleinement. Les chiites en fait ont mieux compris ceci, parce que même si eux n'ont pas de deadline eschatologique, ben c'est ouvert, mais ils arrivent à comprendre ces idées de fin de temps. Pour revenir à votre question sur le Hezbollah et sur le clivage de la société libanaise. Alors évidemment, les Israéliens ont tout fait depuis la déclaration de Netanyahou. Je me rappelle, c'était le 8 octobre 2024. Il a dit, voilà, nous avons fait l'essentiel, nous avons nettoyé, parce que Hassan Nasrallah venait d'être assassiné le 27 septembre. Voilà, nous avons fait le gros du travail. C'est à vous, les Libanais, de faire le reste. Et quand il a dit ça, c'était une invitation très claire à la guerre civile. C'est-à-dire que c'est soit l'armée libanaise qui va nettoyer, on va dire, il avait utilisé le terme de purifier à ce moment-là, le Liban du Hezbollah, et si ce n'est pas le cas, donc l'armée libanaise, elle avait énormément de pression américaine notamment, pour éventuellement aller confronter le Hezbollah et se débarrasser, on va dire, des armes du Hezbollah, ce qui ne peut pas se faire. D'abord, l'armée libanaise n'a pas les moyens de ceci, et on ne lui donne pas les moyens, il faut le dire, depuis 1973, et ça a été comment dire, officialisé à la limite en 1980 durant l'ère Reagan, où il faut garder une prééminence militaire à Israël par rapport à tous ses voisins, et donc toutes les possibilités d'armement du Liban et de l'armée libanaise passe au crible, on va dire, au crible de cet entendement qui n'est plus tacite, qui a été tacite entre 73 et 80 et qui s'est en fait matérialisé à partir de 80. Donc l'armée libanaise n'a pas les moyens, on ne lui donne pas les moyens, elle peut pas aller acheter ses armes n'importe où. Il y a eu plein de tentatives qui ont été avortées. Aujourd'hui, on pense à la population. Alors qui dans la population? Évidemment, il y a les chrétiens, il y a les sunnites,
Les Druzes, Walid Jumblat, le leader druze, a pris des positions extrêmement sages. On s'y attendait quelque part pour éviter le conflit avec les chiites, notamment qu'il est aux premières lignes avec les chiites, c'est-à-dire le Chouf, Alay, aujourd'hui c'est juste au nord du sud, du sud Liban. On a aussi, donc au niveau chrétien, les États-Unis, à travers certaines sanctions, à travers beaucoup de choses, ont essayé de désolidariser, en tout cas pas désolidariser, mais en tout cas d'éloigner les chrétiens qui étaient affiliés au courant patriotique libre du général Michel Aoun, du Hezbollah et des sunnites, des chiites. Ce qui s'est produit durant la crise économique et sociale et des manifestations, et donc de cette fameuse Saura ou Intifada qui a eu lieu à partir de 2019. Et on a aujourd'hui les sunnites. Les sunnites, on sait très bien que Saad el-Hariri a été éloigné aujourd'hui de la scène politique parce que justement, il n'a pas accepté la confrontation avec la population chiite. Donc, on a aussi cherché à voir si les Syriens pouvaient éventuellement être dans la confrontation contre les chiites. Et pour le moment, Shara se tient à distance en disant que son but, bien qu'il y ait eu évidemment certaines, on va dire à la frontière entre le Liban et la Syrie, il y a eu certaines mobilisations, mais ça n'a pas été plus loin que ça. Et donc, aujourd'hui, on est en train d'éviter la guerre civile. L'armée, elle est très claire là-dessus. Le Hezbollah lui-même est très clair là-dessus. Il ne cesse de le répéter. Il n'y aura pas de guerre civile parce que ceux qui la veulent, c'est-à-dire certains courants chrétiens liés aux forces libanaises, donc d'extrême droite, ceux qui la veulent ne peuvent pas, n'ont pas les moyens de la faire, et ceux qui peuvent éventuellement faire la guerre n'en veulent pas. Donc voilà, on en est là. Au niveau des médias, évidemment, ce n'est pas très représentatif, mais il y a des médias évidemment qui sont financés qui sont proches en tout cas des milieux de Washington. Évidemment, le financement ne vient pas de Washington, mais il vient de certains pays arabes, notamment les Émirats arabes unis. On sait qu'il y a donc ces médias-là qui sont, on va dire, le porte-parole de la politique américaine, de la politique israélienne, quelque part, entre guillemets, sioniste, on va dire, dans la région, au Liban. Mais on va dire que ça mousse beaucoup plus que ça n'a, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup plus de bruit que ce qu'il y a vraiment au sein de la population. Quand on voit comment la population libanaise entière, toute la population libanaise a accueilli les réfugiés, les a intégrés dans certains espaces, alors que c'est extrêmement difficile. Ça devient de plus en plus difficile parce que, franchement, avec aussi les menaces d'être ciblé, bombardé quand il y a une personne parfois, un réfugié ou une famille de réfugiés liés de proche ou de loin au Hezbollah, quand il y a cette menace d'être bombardé, d'avoir sa maison, sa famille détruite, parce que quand il cible quelqu'un, il ne prévoit pas à l'avance. Donc, malgré ça, les Libanais ont gardé une certaine cohésion, malgré ça, une certaine résilience à basculer à nouveau dans la guerre civile. Donc, ils ont appris quelque chose. Donc, on a encore aujourd'hui au Liban une immunité, alors même que les Israéliens n'arrêtent pas de demander, même sur les médias israéliens, on peut voir sur la chaîne 13, la chaîne 12, on a une répétition. Les Israéliens poussent les Libanais à la guerre civile. Ça ne s'est pas arrêté du tout. Alors, j'espère que Dima a raison, j'aimerais être aussi catégorique sur le fait que le risque de guerre civile n'est pas très élevé. Non, il est élevé. Mais Je n'ai pas dit qu'il n'est pas élevé, mais Oui. pour le moment, j'ai dit pour le Oui. moment, on arrive à être mais il n'est pas. Non, j'ai pas dit qu'il. J'ai compris. Oui, Donc, on maintient un est semblant là. de cohésion aujourd'hui, mais Le le risque risque est là. ne doit pas être minimisé parce Non. que le commandant en chef de l'armée, donc, qui a refusé d'entrer en confrontation directe, on demande à sa destitution. C'est Lindsey Graham, l'une des personnalités les plus influentes aux États-Unis. C'est un des
qui a fait campagne pour la guerre d'Irak, maintenant pour la guerre d'Iran, qui dit que c'est une guerre de religion qui va définir le prochain millénaire. Et ça, c'est pas Mike Huckabee, c'est le type de l'establishment, Lindsey Graham. Donc, ensuite, vous avez des incitations à la guerre et il faut également dire que le Hezbollah tombe souvent tête baissée dans ces pièges israéliens. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours, on envoie des centaines de jeunes à moto scander des slogans communautaires. Nous sommes des chiites, nous sommes des chiites, nous allons vous montrer. Je pense qu'il pourrait les restreindre s'il le souhaitait. Donc, il y a eu quand même du côté du Hezbollah des dérives. Certains, ça vient pas directement d'eux, mais des médias souvent proches d'eux publient ouvertement des menaces contre d'autres figures politiques. Et il y a une base qui se radicalise. C'est vrai dans la communauté chiite, c'est également vrai dans la communauté chrétienne. Et en effet, l'un des rares qui est resté relativement posé, c'est aussi un ami de Jean-Paul, Walid Jumblat. Jean-Paul est très consensuel au Liban. Il est copain avec Amin Gemayel, avec Walid Jumblat, avec tout le monde. Donc, Walid Jumblat a compris assez tôt qu'il y avait un risque qu'on aille vers une fragmentation. Quand il a vu ce qui se passait dans les autres Druzes en Syrie, à Souaïda, etc. Et en effet, ce que Jean-Paul disait était intéressant parce qu'il y a un risque aujourd'hui, non pas qu'il y ait les deux terrains, mais qu'il y ait une jonction entre les deux terrains libanais et syriens, et qu'Israël s'efforce de réactiver ce qu'on appelait, ce qui m'a fait penser à ça, c'est Dima qui cite Moshe Charette, et j'étais en train justement d'écrire là-dessus, la doctrine de la périphérie. C'est une doctrine qui avait été conçue par Israël dès les années 50, qui semble aujourd'hui être réactivée. Qu'est-ce que c'est la doctrine de la périphérie? On est confronté à un monde arabe majoritairement sunnite, majoritairement hostile. Il faut donc construire des alliances avec des pays non arabes ou non sunnites de la région et avec les minorités ethniques ou religieuses pour avoir des alliés. Donc, à l'époque, il y avait l'Iran, à l'époque du Shah d'Iran, la Turquie des généraux, l'Éthiopie de Haïlé Sélassié. Aujourd'hui, vous avez des liens très solides avec l'Azerbaïdjan, avec le Rwanda, et parallèlement, voilà, les minorités ethniques et religieuses, les Kurdes en Irak. Pourquoi l'Iran a autant bombardé Irbil pendant cette guerre? Parce qu'il y a une base de la CIA, une base du Mossad à Irbil. Certains chrétiens identitaires au Liban, pas les chrétiens attachés aux valeurs évangéliques du pape François, du pape Léon, mais des chrétiens purement identitaires qui rêvent d'un petit Mont-Liban chrétien qui serait allié à Israël. Et ça aussi, c'est un vieux rêve israélien. Dans les mémoires de Moshe Charette qu'elle citait, il y a une phrase: il faut que nous trouvions un petit militaire, fût-ce un simple major, un jeune officier qui pourrait prendre le leadership de cette faction et qui signerait avec nous. Ça, c'est date de 1954, si je ne me trompe pas. Donc aujourd'hui, il y a une réactivation de cette doctrine de la périphérie. Ce qui se passe au Somaliland est aussi quelque chose d'assez hallucinant. On crée ex nihilo, on parle encore d'envoyer les Palestiniens là-bas. Donc les risques sont lourds. Il y a une vraie menace existentielle pour cet État du Grand Liban qui est né en 1920. Et malheureusement, on parlait de la justice internationale, c'est aussi la responsabilité en partie des Libanais qui n'ont pas permis qu'une justice se fasse. Les criminels de guerre sont toujours au pouvoir 50 ans après 1951 ans. La semaine dernière, c'était le 51e anniversaire de la guerre de 75. Certaines figures sont toujours présentes. Donc moi, je suis assez préoccupé. La polarisation devient très intense sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. C'est vrai que sur le terrain, on voit des témoignages de solidarité très émouvants. Il y a une sorte de nation libanaise qui progressivement, une ébauche de nation qui a commencé à naître. Mais au début de la guerre, tu as plus travaillé sur la guerre que moi, tu dois savoir, mais si j'ai bien compris, il n'y a pas plus que 3 ou 4% de la population libanaise qui ont porté des armes. Donc, c'est pas, 3%. voilà, c'est pas nécessairement, on n'a pas vraiment besoin. Il suffirait que quelqu'un fournisse un peu de financement, quelques armes pour qu'on voit de nouveau émerger des mouvements. On a eu peur de ce glissement même durant la Saoura, donc Oui. ce n'est pas anodin. Je voulais juste dire un mot par rapport à la France. Vous avez dit. J'allais dire, pour répondre à la question, il y a une sur la France, comme vous savez, elle devait faire partie des négociations, notamment elle devait être à Washington auprès de l'ambassadrice du Liban. Elle est dans le mécanisme. Et voilà, elle est dans le mécanisme, et ça n'a rien donné, justement. Alors, pour revenir, pour faire un petit peu l'histoire, enfin, la France faisait partie du mécanisme, ça n'allait pas pour Israël, ça n'allait pas non plus pour les États-Unis.
Et d'ailleurs, la France devait être dans les négociations à Washington avant-hier, et l'ambassadeur israélien à Washington, dont parlait justement Kanim, qui est un faucon, et non seulement un faucon, mais qui a aussi perdu son fils à Raza en 2023, a bien dit que we don't want France, we don't want anything to do with France. France must not be with us in these negotiations. Donc, c'était extrêmement clair que la France n'a pas son mot à dire. La France, bon, c'est la tendre mère de beaucoup de Libanais, mais je pense que le mythe a été pas mal détruit depuis la guerre du Liban jusqu'à nos jours. Et il y a autre chose, c'est que les Libanais ont essayé de compter sur la France comme médiateur auprès des États-Unis, auprès du monde occidental. Mais il y a eu deux faillites, en fait. La France, pendant les 15 mois où le Hezbollah a laissé le gouvernement, on va dire, régler la situation d'un point de vue diplomatiquement, et ça n'a pas marché. Donc, principalement, c'était évidemment auprès de la France. La France a failli. Pourquoi? Parce que la France n'a plus son mot à dire face à Trump. Enfin, tous les séparent aujourd'hui, et la France aussi ne s'est pas démarquée par rapport, on va dire, elle n'a pas eu on va dire de décision comme ça qui ressemble un petit peu à l'Espagne, à celle de l'Espagne, ou maintenant très nouvellement celle de l'Italie. Mais bon, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas démarquée dans sa condamnation des actions ou des actes israéliens contre le Liban, un peu plus contre le Liban, mais il fallait toujours jouer les équilibristes. On l'a vu dans les déclarations de Monsieur Barrot. Donc c'était très il fallait ménager toujours la chèvre et le chou. Il fallait toujours rappeler le 7 octobre. Il fallait toujours rappeler que c'est le Hezbollah qui avait commencé avec la fameuse salve des roquettes, etc., etc. Donc, la France patauge un petit peu, et face à ce que je dirais boldness, je sais pas comment on dit, boldness américain, là, Arrogance. cette arrogance, on va dire, et cet hubris américain, elle ne fait pas le poids. Voilà. Et elle est justement mise de côté. En fait, je pense que la France souffre un petit peu de son statut d'ancien mandataire de la terre libanaise. Enfin, c'est elle qui a créé le Liban, il faut le dire, c'est comme ça. Le Liban a été créé par la France. Et elle souffre aussi du fait d'avoir été une ancienne puissance coloniale, un empire thalassocratique. Mais aujourd'hui, elle ne pèse plus, malheureusement, dans le débat, d'autant plus qu'on voit l'émergence, pas l'émergence, mais en tout cas la montée en puissance des BRICS. Et quand on voit que la France n'arrive pas à dépasser déjà les décisions européennes pour tel ou tel sujet, n'arrive pas à débrouiller du gaz et du pétrole, etc. Alors comment les Libanais peuvent éventuellement faire confiance à la France? Enfin, aujourd'hui, le mythe a été complètement détruit. Simplement, pourquoi, ça inclut les pays arabes aussi. Oui, tout à fait. Pourquoi il y a tellement d'hésitation à faire face à Trump? Si vraiment il est au-delà de la parodie, il est dangereux, et je ne sais pas, c'est pas parce que la France a perdu son empire, vraiment, il y a quelque chose d'autre, et je ne sais pas comment. Alors, Non, je sais pas si vraiment, je sais pas si je vais être un petit peu avec le Liban précisément, ce que vous avez dit sur Reagan et l'interdiction que le Liban ait une armée forte à cause de l'Israël, bien sûr. et puis Rubio qui demande que l'armée libanaise prenne la relève, blablabla. Mais pourquoi? C'est très paradoxal. Est-ce que vous pouvez parler de Salam? Oui, alors
sait très bien que les candidats aujourd'hui, enfin ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir exécutif au Liban, ça, ont été les candidats des États-Unis. Aujourd'hui, le Liban est un tout petit pays. C'est très facile de mettre la pression sur les Libanais. Aujourd'hui, il y a ces gens-là, ces personnes-là, elles ont des intérêts peut-être aux États-Unis. La famille Salam peut aussi avoir des intérêts aux États-Unis. On peut bloquer, comme justement on parlait de ce juge français qui, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Il y a eu le Magnitsky Act en fait, et on a et des sanctions qui sont tombées sur certains dirigeants ou en tout cas certains politiques libanais. Évidemment que c'est le gouvernement, les gens qui sont au gouvernement, les gens qui sont à l'exécutif, ils ont peur des mesures prises par les États-Unis. Alors pourquoi il faut déjà se poser la question pourquoi aujourd'hui les États-Unis sont aussi enfin non, pas oui. Au contraire, pourquoi ils font tout ce qu'Israël veut? Là aussi, c'est une question qu'on se pose. Est-ce qu'on va ressortir les Epstein Files? Est-ce qu'on va faire... Il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça. Aujourd'hui, comme l'a dit Kaline, il y a quelque chose qui est en train de changer au sein du MAGA, c'est-à-dire du Make America Great Again. Aujourd'hui, la base de Trump est en train de se dissocier de Trump. On voit les grandes figures américaines qui sont en train de tirer sous le tapis de Trump une grande partie de sa base, que ce soit des gens comme Tucker Carlson, comme Megyn Kelly, comme Candace Owens, et d'autres. Et on a aujourd'hui des gens, que ce soit à droite ou à gauche, qui sont en train de s'unifier pour se dire, ce n'est plus une question. On est en train de nous comment dire, de jouer de nous entre la droite et la gauche, mais en fait, il faut qu'on se rallie pour être carrément contre les lobbies sionistes, juifs, etc., qui sont en train de mener les États-Unis au gouffre. Quand Benjamin Netanyahu dit à un moment que lui, son but est en fait, de détruire l'empire, et il parlait de l'empire romain, de détruire Rome, parce qu'il y avait ce qu'on appelle une sorte de revanche historique millénaire avec Rome, qui avait évidemment détruit le temple. Quand il parlait de Rome, beaucoup aux États-Unis aujourd'hui se rendent compte que Rome, c'est les États-Unis, actuellement, Rome représente aujourd'hui les États-Unis. Donc, il y a quelque chose qui est en train de germer. Les États-Unis, sont en train de réaliser qu'il y a quelque chose qui est en train et j'espère que, en fait, pour moi, c'est notre seul espoir parce que finalement, ce petit pays qui a perdu toute souveraineté, qui n'a plus de souveraineté et qui est vraiment ballotté entre Occident et Orient, qui a toujours été, comment voulez-vous qu'il s'en sort si les courants ne changent pas aux États-Unis même, si on se désolidarise complètement d'Israël? À ce moment-là, Israël ne pourra plus faire grand-chose, évidemment. Mais bon, ça c'est... Karine, tu veux peut-être intervenir sur ce thème de la France? Sur la France, alors le problème c'est que la France, après le 7 octobre, a beaucoup essayé de montrer de l'empathie et c'est tout à fait naturel avec les victimes du carnage du 7 octobre. Emmanuel Macron n'a pas ménagé ses signes d'affection envers Israël et Israël ne lui en est pas du tout reconnaissant, d'où l'exclusion. Donc, on a un peu perdu, la France a un peu perdu sur les deux plans. La politique du en même temps en politique étrangère a conduit à ce que les deux côtés rejettent la France aujourd'hui. Là, j'étais sur un débat il y a 2 heures sur France TV avec l'ancien ambassadeur de France en Israël. J'ai pas pu lui répondre parce qu'il parlait après moi, mais quand la journaliste lui a posé la question pourquoi est-ce qu'ils ont exclu la France, il a dit grosso modo que la France n'avait pas suffisamment soutenu Israël après le 7 octobre. C'était Éric Danon, c'est ça? Éric Danon, c'est ça. Éric Danon, c'est un peu le parcours, j'ai l'impression, inverse de Gérard Haraud. Gérard Haraud a été nommé ambassadeur, il était plutôt moins critique. Aujourd'hui, il est beaucoup plus critique d'Israël. Éric Danon, c'est un peu en sens inverse, j'ai le sentiment. Mais en tout cas, la diplomatie française a perdu sur les deux plans parce qu'elle n'a pas fait entendre un son de cloche discordant. La France s'est démarquée historiquement quand elle a pris des positions
qui était en rupture, pas forcément en rupture. Le général de Gaulle n'était pas hostile aux États-Unis, comme on le présente comme un anti-américain, c'était pas le cas. Mais c'est vrai qu'il avait fait son fameux discours de Phnom Penh dénonçant la guerre au Vietnam en 67, dénonçant l'acquisition de territoires par la force, dire sa phrase prophétique de l'époque, l'occupation va faire naître une résistance qui va être qualifiée de terrorisme, etc. Donc il reprenait le vocabulaire de la résistance française. Mais depuis l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, il y a eu un vrai basculement en France. C'était le vrai tournant en 2007. Aussi bien Nicolas Sarkozy que François Hollande se sont considérablement rapprochés d'Israël. C'est d'ailleurs, si on regarde tous les présidents français depuis, ils ont quasiment tous été traités d'antisémites par les Israéliens. De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand aussi, même Mitterrand. Je crois que Sarkozy et Hollande sont les seuls qui ont un peu échappé aux critiques. Et encore une fois, Sarkozy avait parlé à propos de Gaza, de prison à ciel ouvert. Donc, et Emmanuel Macron a tenté de jouer entre les deux, mais il a tellement changé de position que ce n'est plus très lisible. Mais pour le Liban, il aurait été préférable que la France joue un rôle, parce que les États-Unis ne sont pas un honest broker dans cette affaire, ni sur la question palestinienne, ni sur la question libanaise. Donc, se retrouver tout seul, et les Libanais sont contraints et forcés de négocier. Je ne suis pas sûr que ce soit des peurs de sanctions, etc. C'est un rapport de force écrasant et c'est aussi la crainte de ne pas être du tout sur la table des négociations, d'être uniquement au menu. Donc ils se disent, essayons de voir si on peut du moins obtenir un cessez-le-feu, une garantie, parce que dans ce genre de meeting, hier, l'ambassadeur israélien a prédit, nous n'avons aucune intention. Si vous arrivez à faire consigner quelques déclarations de ce type, ça peut être utile, mais je pense pas du tout que ça va aller bien loin. C'était une photo op. Je pense que ça va traîner. Il peut y avoir un cessez-le-feu en Iran assez vite. Là, les Pakistanais, la médiation pakistanaise, prolonger le cessez-le-feu, voire même faire un deal. Mais je crains que pour le Liban, nous allions vers une spirale destructrice. Et d'ailleurs, pour rebondir un petit peu sur ce que dit Karim, le fait qu'il y ait un cessez-le-feu éventuellement entre l'Iran et les États-Unis, Israël, va faire en sorte que en fait, c'est-à-dire qu'on a dissocié les deux deux négociations pour que le jour où il y a un cessez-le-feu qui va être conclu et qui va probablement, on va dire, aussi toucher le Liban. Le fait de faire quelque chose en parallèle entre le Liban et direct entre le Liban et Israël va ôter à l'Iran, on va dire comment dire, pas le bénéfice, mais le levier, voilà, d'avoir eux-mêmes réussi la fin des hostilités armées. Et on va justement donner, parce qu'en fait, il faut sauver les meubles. Enfin, il faut sauver un petit peu la face. C'est-à-dire que lorsque ça marchera et qu'il y aura une cessation des hostilités au Liban, ce sera grâce à l'Iran, probablement, ou en tout cas des négociations entre l'Iran et les États-Unis, mais on va pouvoir dire que c'est le gouvernement libanais et qui va éventuellement, qui par ces négociations parallèles, a obtenu ce cessez-le-feu. Donc, il y a ce genre de jeu qui est très, comment dire, qui est un peu pas très clair et qui fait que il y a eu ces deux. Et le gouvernement libanais est lui-même profondément divisé. Comme d'habitude, on a fait une sorte de gouvernement d'union nationale rassemblant tout le monde. Il n'y a que 7 ministres qui sont plus ou moins indépendants. La plupart représentent les partis traditionnels, les partis communautaires traditionnels issus des milices. Sur la France, je voudrais juste dire un mot, non pas pour défendre la position française, parce que je suis assez critique, donc on peut dire, mais juste quand on dit la politique française, il se trouve qu'avec Agnès et quelques autres, on a suivi ça de très près, quoi. Et le fonctionnement concret, c'est quoi? Vous avez un président de la République, ça, c'est pas un scoop. Vous avez une équipe, vous avez une cellule diplomatique, vous avez un patron de la cellule, vous avez une responsable, enfin, c'était une responsable de la question Moyen-Orient, hein, et puis vous avez le Quai d'Orsay, où il y a un certain nombre de gens compétents, voilà. Et en fait, ça fonctionne pas comme ça.
Ça c'est la théorie. Le Quai d'Orsay a été très souvent débranché de ce qui se passait à l'Élysée. Donc, ce qui veut dire que, en dernière instance, quel que soit le travail des diplomates au Quai d'Orsay, de la NMO, enfin la direction Afrique du Nord, Moyen-Orient, ils sont très marginalisés, vraiment, au point d'en être individuellement et personnellement très mal à l'aise. On les connaît bien, et vraiment, ils sont quelquefois, enfin, je vais pas vous donner de détails, mais vraiment, certains étaient vraiment au bout du rouleau, quoi, je veux dire, pendant toute l'année 24-25, si je prends ces 2 années-là. Et tout se passait à l'Élysée, évidemment, avec pendant un temps, il y a eu une responsable, Anne-Claire Legendre, qui est maintenant responsable, enfin qui est maintenant présidente de l'IMA, et il y a eu une équipe qui a essayé de faire quelque chose. Et il y a eu 2 temps. Le premier temps, ça a été l'Élysée livré à lui-même a complètement déraillé dans les premières semaines, allant jusqu'à par exemple dire il faut une coalition contre le Hamas qui ressemble à celle de Daesh, c'est-à-dire que un président de la République avait mais alors rien compris à rien. Une idée de BHL. Oui, sans doute. Enfin bon, Si, donc ça veut dire que la décision, si vous prenez mon schéma, le Quai d'Orsay out et à l'Élysée, bon, un type, ah tiens, j'ai une idée, et puis je vais faire ça, voilà. Et puis il se rend compte au fil du temps, et à partir de 2025, il y a eu quand même la volonté d'essayer d'avoir une ligne, et on a assisté à la construction d'une ligne. Cette ligne a abouti à quelque chose d'important quand même. Ça a été la reconnaissance de l'État de Palestine, et ça a été la déclaration de New York en septembre 2025, qui était quand même un texte important qui a été voté par 142 États contre les États-Unis, contre Israël. Mais donc il y a eu quelque chose. Donc il y a eu et puis ensuite, à partir de septembre 2025, donc il y a presque une chronologie. Hein, septembre 2025, on s'attendait, si on avait vraiment une politique étrangère, que ce qui avait été dit soit mis en œuvre. Et là, ça a été la débandade. Et depuis disons, l'automne 2025, c'est-à-dire depuis 6 mois, on sent plus où est la position française, ni sur la Palestine, ni sur le Liban, bien sûr, alors que le Liban est quand même en principe le pays dans lequel on doit pouvoir s'investir. Donc on a vraiment suivi ça. Il y a eu un moment de respiration. On s'est dit, tiens, il y a une ligne politique française, mais ça a été finalement quelques mois et puis plus personne, plus rien. C'est vraiment très intéressant de voir comment concrètement ça fonctionne. Et ça fonctionne avec quoi? 5, 10 personnes, pas plus, hein, même pas. Hein, c'est vraiment ça la réalité de la politique française. Là où l'Iran s'impose comme un acteur direct du conflit et construit un rapport de force solide avec le détroit d'Ormuz, ses capacités militaires et ses réseaux d'influence régionaux, le Liban apparaît fragmenté, affaibli par ses divisions internes et contraint de négocier dans des conditions défavorables. Dans ce contexte, comment le Liban peut-il espérer obtenir des résultats équitables sans levier réel de pression et quelle stratégie pourrait-il adopter pour renforcer sa position sans céder à des compromis jugés humiliants? Quelle place prennent les champs gaziers offshore du Liban dans l'intention d'Israël d'annexer le Liban Sud? Sur la première question, vous avez en partie répondu, je crois, mais sur le champ gazier, peut-être pas. Donc, ça fait partie des ressources, évidemment, que le Liban a et qui aujourd'hui tombent sous enfin, on va dire, bon, si on veut revenir à la rationalité et qu'on remet un petit peu de côté, qu'on met un petit peu de côté le côté un peu millénariste, revenons au rationnel. Aujourd'hui, toute la région, le but évidemment d'Israël, c'est de devenir éventuellement la puissance régionale. Donc pour cela, il faut aussi affaiblir tous les autres pays arabes. Et c'est ce qui s'est produit, c'est-à-dire dans ce bombardement, dans ces représailles vis-à-vis des pays du Golfe qui ont été durablement touchés, détruits, pas détruits dans le sens où touchés économiquement et même, enfin, il y a tellement de gens qui sont partis, qui ont fui, etc. Il y a eu l'affaiblissement des pays du Golfe entre dans cette logique de fragmentation et d'affaiblissement de tous les pays arabes et de tous les pays de la région, y compris l'Iran et plus tard la Turquie. On sait que Naftali Bennett a bien dit qu'après l'Iran, ça sera la Turquie. Il l'a bien dit, on l'a bien entendu.
ça sera la Turquie. Donc ils ont des plans. Et puis il y en a un autre. En fait, je pense que c'était Netanyahou qui avait dit, et ça sera aussi le Pakistan. Donc en fait, l'idée c'est d'affaiblir tous les pays de la région et de profiter de leurs ressources. On sait très bien qu'il y a aussi des ressources gazières à Raza, au large de Raza. Donc on s'est posé la question de savoir si c'était à cause de ça, enfin principalement que les choses se sont produites comme ça, mais on peut pas alors comprendre pourquoi les choses en Cisjordanie se produisent de cette façon. Aujourd'hui, au pire des cas, le Liban sera comme la Cisjordanie, c'est-à-dire que aujourd'hui, avec un traité de paix pour rejoindre, pour lier un petit peu les deux questions, si jamais on arrive à on est en position de faiblesse et si jamais on arrive à un entendement quelconque, le Liban sera l'équivalent de la Cisjordanie avec l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas et ça sera pas plus que ça. Et Israël pourra venir à n'importe quel moment bombarder, tuer, cibler, avoir ses drones de surveillance partout sur le territoire, etc. En toute impunité. Et c'est le but. Aujourd'hui, qu'il y ait un grand Israël territorial, c'est-à-dire avec des colons, etc., je ne pense pas que c'est faisable parce que bon, il y a quand même la démographie. Mais en revanche, qu'il y ait un contrôle ou une domination économique et autre chose. On n'a pas oublié le plan Oded Yinon, qui existe depuis 1982. Ce journaliste qui était aussi qui était un employé du ministère du ministère des Affaires étrangères israélien avait bien mis son plan de déstabilisation de toute la région pour que justement Israël en petit territoire que ce soit ethnique ou confessionnel. Et à un moment, c'était Moshe Arens qui avait suivi cette logique après Ariel Sharon. Il avait commencé son plan à partir de la montagne du Liban entre les Druzes et les chrétiens, l'établissement d'un canton druze, enfin l'idée d'un canton druze et d'un autre canton chrétien, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui avec ce petit Liban, avec aujourd'hui, il y a des chrétiens qui demandent le petit Liban, il y a le cèdre du Liban, il y a la croix, et on est en train de retourner au petit Liban en ayant oublié pourquoi le grand Liban a pris forme, et c'était à cause de la grande famine qui avait eu lieu entre 1915 et 1918, qui avait fait 200 000 morts, c'est-à-dire un tiers de la population de la montagne de l'époque, notamment chrétienne. Et c'est pour ça que on était arrivé à la conférence de la paix en demandant des plaines, voilà, sachant que le Jabal Amel en tant que tel, c'est-à-dire cette partie sud du Liban, est une continuité géographique beaucoup plus proche de la Palestine qu'elle ne l'est du Mont Liban. Il y a une continuité géographique avec la Palestine, et c'est-à-dire qu'il y a toujours eu un commerce et les échanges économiques ont toujours eu lieu entre la Palestine et le Jabal Amel, tandis que la montagne c'était encore autre chose. Alors voilà pour. Karim, peut-être que tu peux tracer les conclusions optimistes, puisque tu t'es mis dans cette position-là. Si t'es optimiste, compte pas sur moi. Je te laisse. Non, mais je peux dire quelques mots de conclusion. C'est les États-Unis, hein. Tu dis quelques mots de conclusion entre. Oui, alors. Entre tous les deux. Alors, il y a des élections de mi-mandat l'année prochaine si Trump ne décrète pas un état d'urgence pour qu'elle n'ait pas lieu. Il y a encore une société civile qui se mobilise aux États-Unis, un peu partout. Il y a encore des voix en Occident. C'est vrai que les gouvernements font preuve de grande pusillanimité, mais les opinions publiques en Espagne, en Italie, même en France, si vous voyez la base, même chez les partis dont la hiérarchie est pro-israélienne, la base est dans un tout autre état d'esprit. Donc, c'est ce combat qui doit être mené. Pour répondre à la question sur Internet, ce que le Liban pourrait faire, c'est déjà avoir une diplomatie beaucoup plus proactive, faire entendre une voix de tous ceux qui refusent la fragmentation, le chaos, qui sont toujours attachés à cette idée libanaise
qui n'a pas échoué, car on veut nous vendre l'idée que l'État du Grand Liban a échoué parce que chrétiens et musulmans seraient supposément incapables de vivre ensemble. Il y a des courants à l'échelle mondiale, c'est vrai qu'ils ont le vent en poupe, identitaires, essentialistes, culturalistes, différentialistes, mais il y a par-delà les nombreuses guerres intestines, il y a également une extraordinaire histoire d'une société libanaise qui est restée soudée. Les clivages transcendent les divisions communautaires. À l'intérieur de chaque communauté, vous avez... Tu es en train de dire le contraire tout à l'heure. Hein? Tu me rejoins là-dessus. Je disais le contraire, sûr? Tu m'as Oui. dit tout à l'heure. Il m'a enjoint d'être optimiste. Il m'a enjoint d'être optimiste. Donc, c'est la fameuse formule pessimisme de la raison, optimisme de la volonté. Merci à tous d'être venus.